Le grand oral des grandes gueules. Ce virus qui rend fou aux éditions Grasset, Bernard-Henri Lévy est avec nous. Bonjour BHL. Bonjour. Vous avez dégainé le pamphlet antivirus très rapidement parce que visiblement cette période ne vous a pas plu. Une espèce de servitude volontaire dans laquelle le pays s'est plongé comme ça. Épidémie de peur, épidémie de crétinisme et épidémie d'irrationalité. Oui, et c'est vrai que c'est des choses qui m'énervent. Et j'ai voulu m'arrêter sur cette période, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et pourquoi. Les Français vous ont déçu ? Pas les Français, moi-même, nous tous, et le monde entier. Parce que ce qui est très frappant, d'abord, on nous a dit que c'était une épidémie sans précédent, ce qui est un mensonge. Il y a eu des épidémies bien plus graves que celle-là. Deuxièmement, ce qui a été très frappant, c'est cette espèce de chape de peur mondiale qui est tombée. Je raconte comment, au début du livre, comment même Daesh a fait un communiqué en déclarant l'Europe zone à risque pour ses combattants. Comment le Hamas a déclaré n'avoir plus aucun but de guerre, ne vouloir qu'une chose, c'était des masques. Et il a dit aux Israéliens, donnez-nous 6 millions de masques, sinon on va venir les chercher. C'est ça qui était extraordinaire. C'est cette espèce d'épidémie de terreur qui s'est abattue dans les têtes et qui a crétinisé vraiment la planète. Comment l'expliquer ? Il y a plusieurs explications et c'est difficile en quelques secondes. Mais enfin, en gros, je crois qu'on était en train de s'habituer à l'idée que la mort n'existait plus. Enfin, que la mort était curable, que les maladies étaient toutes curables. On était entré dans une période de dénégation de la mort, de la maladie, qui faisait qu'on pensait à toute maladie à une technique. Il y avait des technologues de chaque maladie qui, avec un peu d'effort, un peu de temps, quand on avait un peu de sous, c'était mieux que quand on n'en avait pas. On pouvait reculer indéfiniment. Et là, d'un seul coup, il y a eu en effet ce rappel à l'ordre de la finitude, de la mortalité des humains. Mais vraiment, ce qui est à l'origine, c'est le fait, au fond, que le grand tabou des 20, 30, 40 dernières années, c'était pas le sexe, c'était la mort. Pourquoi parler de crétinerie ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que les Français, quand on a un gouvernement et un conseil scientifique et une organisation sanitaire qui vous dit pour votre bien, attention, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, restez confinés, on est prudent, on écoute. D'abord, au chapitre de la crétinerie, on était servi aussi chez les supposés sachants, les médecins. J'y reviens dans le livre, je ne vais pas avoir la cruauté de le faire ici, mais enfin quand même, la foire à l'Élysée, la pétarade sur les plateaux de télévision, les querelles débiles autour du professeur Raoult, tout ça, ça a donné de la science, une image de la médecine, une image d'ailleurs assez exacte, parce que c'est vrai que c'est comme ça la médecine. C'est vrai que c'est pas une science dure. C'est du débat. C'est du débat. La contradiction, du désaccord. Dans la contradiction, il y a eu aussi, vous savez, quand on met les gens en boucle, quand on fait des journaux télévisés qui durent 10 fois plus longtemps qu'avant et qui ne s'y passe 100 fois moins de choses, puisqu'il n'y a que ça, il y a forcément de la bêtise qui sort aussi. Je vous donne un exemple. Quand on a dit au début de la crise que les enfants étaient les principaux qu'ils étaient asymptomatiques, mais véhicules principaux de la maladie, c'était une crétinerie, on le sait aujourd'hui, c'était faux, et c'était monstrueux. Parce que vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'un môme qui entend ça, à qui on met cette idée dans la tête qu'il va contaminer papa, maman, grand-père ou grand-mère. Il y a là quelque chose de terriblement irresponsable. Oui, mais on a appris en marchant avec ce virus, puisqu'il était nouveau. Il fallait peut-être pas le dire de la même manière. Il fallait peut-être pas dire à tous les enfants de France qu'il fallait pas qu'ils approchent leurs parents parce qu'ils étaient en train de les tuer. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le complexe d'Édipe dans l'humanité. On joue pas trop avec ces choses-là. Bon, voilà un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, Étienne Joël. J'ai bien aimé un chapitre qui est assez rigolo, et pour le sociologue, il est intéressant parce qu'en fait, vous expliquez que on est arrivé à se trouver du confort, on se trouvait du confort dans ce moment. On s'est dit finalement, c'est vachement bien d'être coincé à la maison, de ne pas pouvoir sortir. On s'est trouvé des moyens de supporter ce moment de confinement et de le positiver.
Même certains ont dit c'est le meilleur moment de ma vie. C'est ça, c'est même Voilà. mieux maintenant qu'avant. Alors ça dépend lesquels. Il y avait ceux quand même Oui. à qui on demandait de rentrer chez eux, D'aller taffer, ouais. mais qui n'avaient pas de chez eux où rentrer. Ça, vous les connaissez un Ouais. peu, et moi aussi. Ceux-là, ils n'y ont pas pris de plaisir, ils avaient Non. tout simplement pas de toit. Il y avait ceux qui vivaient dans un 2 pièces à 5, pareil, mais c'est vrai que chez ceux qu'on appelle, d'un mot un peu con, les bobos, il y a eu ça, il y a eu le côté le plus beau moment de ma vie. Il y a eu le côté émerveillement devant la ville vide, émerveillement Et les oiseaux. devant la ville sans humains, Ouais. comme si le virus c'était les hommes. Et avec, en effet, j'ai vu une mésange sur le balcon d'en face, j'ai vu un daim traverser les Champs-Élysées, et ainsi de suite. Il y a eu cette espèce d'émerveillement. Et puis, d'ivresse de soi. Moi, on est tous, on s'aime tous un petit peu, mais enfin, on sait quand même tous que une femme, un homme fait son devoir d'humain quand il va vers les autres, quand il s'intéresse à autrui, quand il s'en sent responsable, pas quand il plonge dans les délices de son intériorité pour retrouver sa vérité, pas pour dire que la relation la plus profonde, c'est la relation qu'on a avec soi. On a tellement entendu cela avec cette fameuse phrase de Pascal qui était tronquée, hein, tout le malheur des hommes, bien qu'ils ne peuvent pas rester en repos dans une chambre. On a entendu ça. Alors que, bon, comme je l'explique un peu en long, en large dans le livre, la fameuse phrase de Blaise Pascal, les gens ne savaient pas la lire jusqu'au bout. Elle décrivait pas du tout un délice et pas du tout un moment de vertige identitaire et de bonheur. Elle décrivait un moment d'horreur, un moment d'épreuve métaphysique terrifiante où on est seul face à Dieu ou à son absence. Donc tout ça, en effet, m'a semblé dire des choses sur notre société et j'ai essayé de les épeler. Joël Dagosseri. Moi, je partage assez votre analyse sur la mort, notamment notre rapport à la mort. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup d'une jeunesse éternelle, de comment bien vieillir et toujours bien vieillir, mais à force de bien vieillir, à un moment, et c'est vrai qu'aussi on meurt. Par contre, c'est vrai que je vous trouve assez dur sur votre analyse de la vie. Les personnes justement qui se sont retrouvées bien et qui disent justement c'était le meilleur moment de ma vie, est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est parce qu'en règle générale, vous, ce que vous appelez aller vers les autres d'une manière un peu romantique et romancée, c'est plutôt une vie très dure avec métro, boulot, dodo, avec rentrer à 20h, coucher les enfants, pas le temps de s'occuper des enfants, avec un couple qui part en cacahuète, avec tout ça. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que tout d'un coup c'était le meilleur moment de leur vie? Attendez, oui, mais l'enfermement avec le couple qui part en cacahuète. Mais il y en a qui se sont retrouvés aussi. L'obligation. Il y en a qui se sont trouvés, il y en a qui ont divorcé. L'obligation de travailler avec peut-être un logiciel espion dans l'ordinateur et avec les enfants dans les pattes, je suis pas sûr que ça a été là non plus. Ceux qui ont déclaré, parce qu'il y en a qui ont déclaré que c'était effectivement bien. Et effectivement, je pense que c'est pas l'absence d'être humain dans les rues, par exemple, qui faisait du bien pour Paris. C'était l'absence de voitures et le calme, voilà, le silence. calme, la pollution sonore qui diminuait, qui leur a fait du bien. C'est aussi ça, je pense. Oui, mais je dis dans le livre que moi aussi, il y a eu des moments, bien sûr, où j'ai été frappé par la grâce de Paris vide. Mais je sais en même temps qu'une ville vide, ça sent la mort. C'est la mort. Ça sent la fin du monde, vous voyez. Alors, on peut 5 minutes s'émerveiller, mais durablement, et en faire toute une philosophie. Et encore pire, moi, ceux avec qui je polémique dans ce livre, ce sont ceux qui ont dit on va profiter de la situation. Là, les chefs du monde, les maîtres du monde ont appuyé sur le bouton pause de la mondialisation. Eh ben nous, on va garder le doigt dessus et on va arrêter la globalisation et on va faire disjoncter le système. Beaucoup ont dit, pardon Barbara, pour rebondir sur ça, beaucoup ont tout de suite dit mais c'est formidable ce virus finalement. Il y a des vertus à ce virus parce que on va pouvoir tout corriger et repartir à zéro sur une page blanche et réécrire le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Alors ça s'appelle des gens qui jouent avec la maladie, qui jouent avec la mort, qui se jugent sur les épaules des morts pour faire passer leur message qu'ils n'arrivaient pas à faire passer avant. C'est des gens qui, en gros,
cherche à tirer le meilleur usage possible d'une catastrophe. Or, une catastrophe, il n'y a pas d'usage. Un virus, il n'y a pas de leçon. Et une des choses que j'essaie de dire dans le livre, c'est que, contrairement à tout ça, tout ce que vous venez de résumer là, un virus ne parle pas, un virus ne pense pas, un virus ne vit même pas. Un virus, c'est de la pure mort. Et faire parler le virus, jouer à radiovirus, les virus parlent aux humains, c'était indécent. Et c'était pour les soignants qui prenaient le risque de leur vie pour faire qu'il n'y ait pas plus de morts. Pour les gens qui agonisaient sous leur ventilateur, cette façon-là de faire parler le virus avec quelque chose d'obscène, je le crois vraiment. Et là, je crois que je sais ce que je dis. Parce que comme chacun d'entre nous, enfin en tout cas certains d'entre nous, j'ai des proches qui sont passés par là, par la maladie, et qui pour certains d'entre eux n'en sont pas revenus. Barbara Lefebvre. Oui, la critique du monde présent, elle n'a pas d'intérêt philosophique si, quelque part, elle n'offre pas une promesse d'avenir. Et Nietzsche disait que le philosophe est un médecin de la culture. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur de cette exigence de radicalité de la pensée philosophique par rapport justement à cette situation dans laquelle on est? Là, vous critiquez le monde présent quand même, hein, mais quelle est la promesse d'avenir en tant que médecin de la culture puisque vous êtes philosophe? Mais déjà, je crois, Barbara Lefebvre, qu'un philosophe ou un politique, c'est pas un médecin. C'est pas un médecin. Non, mais pour Nietzsche, c'est un médecin de la culture. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je ne suis pas nietzschéen. C'est pour ça que je ne suis pas nietzschéen. Voilà. Je crois que c'est dangereux. Il y a tout un débat philosophique là-dessus, de confondre la politique ou la culture et la médecine, et de dire que les sociétés sont malades et qu'on va les guérir. Les sociétés, il faut les réparer. Moi, ce pourquoi je plaide dans ce petit livre, c'est pour la réparation du monde. Il y a deux choses que j'aime pas. Un, c'est dire qu'on va les soigner, parce que quand on dit qu'on va les soigner, ça veut dire qu'il y a des virus ou des microbes et qu'on va les extirper. Alors, quand c'est des vrais virus, d'accord, mais enfin, quand les virus, c'est des Roms, ou des étrangers, ou des Français d'origine récente, c'est plus problématique, hein, et ne parlons pas des expériences du XXe siècle, donc j'aime pas ça, et je n'aime pas non plus l'idée qu'on va s'occuper du présent en misant sur un grand soir, sur une table rase et sur un recommencement. C'est pas la pensée nietzschéenne, la promesse d'avenir nietzschéenne. Non, mais ni Nietzsche, ni Marx. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a quelque chose de beaucoup plus humble, plus modeste, pourquoi je plaide, qui est ce que la tradition juive appelle le tikkun olam, voilà. C'est-à-dire la réparation du monde. Réparer. Qu'est-ce qu'il faut réparer là? Mais le tikkun olam, il faut réparer tout. Il faut réparer les hôpitaux. Il faut réparer la dignité de toutes ces femmes et de tous ces hommes qu'on ne voyait pas avant la crise et dont nous savons aujourd'hui qu'elles et ils ont tenu la France. Elles et ils, les caissières, les éboueurs, les infirmiers et les policiers, elles et ils ont tenu la France pendant ces mois-là. Réparer, ça veut dire leur rendre leur dignité, leur donner des salaires plus importants. Dans ce monde d'après-virus, il y a aussi des revendications que certains appellent raciales ou simplement d'une jeunesse qui dit stop au racisme. Alors certains de ces jeunes étaient dans la rue samedi. Ils ont raison de se mobiliser? Bien sûr qu'ils ont raison. On a toujours raison de se mobiliser contre le racisme. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que la première mobilisation d'après cette torpeur terrible ait été une mobilisation de soutien avec un jeune noir américain assassiné de sang-froid pendant de longues minutes dont les images ont fait le tour du monde. Donc ils ont raison. Après, il faut voir comment on se mobilise. Et moi, j'essaye, l'expérience aidant, l'âge peut-être venant, j'essaye d'être raisonnable. Si on milite contre le racisme, si on milite pour l'égale dignité des Noirs dans la société française, on met pas des pancartes BDS. On met pas des affiches Palestine vaincra. On lance pas des slogans, parce que c'est des slogans anti-israéliens. Et je ne parle même pas des morts aux Juifs que quelques énergumènes ont proférés. Pourquoi on fait pas ça? Un, parce que c'est ignoble, ça va sans dire. Mais deux, parce que ça révèle qu'au fond, la cause de l'antiracisme, ceux-là, ils s'en foutent. Ils viennent pour d'autres raisons. Donc, oui, se mobiliser contre
le racisme, mais non, ne pas détourner l'antiracisme à des fins politiciennes. Et on déboulonne des statues ? Colbert, Churchill. Attendez, déboulonner Churchill, mais quand je parle de l'épidémie de crétinisme, pardon, mais ça c'est d'une crétinerie monstrueuse. Churchill, il a dit ce qu'il a dit sur les Indiens. Mais enfin, c'est d'abord l'homme qui a gagné la bataille d'Angleterre. C'est l'homme qui a résisté à Hitler. C'est l'homme qui a contribué, mais pour une part bien supérieure à l'importance géographique de l'Angleterre, à la défaite du nazisme et au fait qu'on soit tous autour de cette table, qu'on soit tous nés. Qu'il y ait en France des imbéciles, et en Angleterre, et en Europe, pour oublier cela et pour vouloir traiter le vainqueur de Hitler comme n'importe quel Rhodes, l'un des fondateurs de la Rhodésie, ça prouve que vraiment on marche sur la tête, ça prouve qu'il n'y a pas le virus, qu'il n'y a pas que le virus qui nous rend fous, qu'on est vraiment tous en train de devenir fous. Et vraiment, il faut résister à cette folie. Et quant au statut en général, vous savez, il y a un texte de Pline l'Ancien sur la manière qu'avaient les empereurs romains de déboulonner les statues de leurs prédécesseurs et le plaisir qu'ils en prenaient. On devrait le faire lire et il nous guérirait de cette espèce de passion talibane. Voilà. Moi, ce que j'entends chez les déboulonneurs de statues, j'entends les talibans avec les Bouddha de Bamiyan. Toutefois, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on est très américanisé dans notre façon de vivre, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de jouer et même dans la façon de se rencontrer sur les réseaux. Et là, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et qui immédiatement, pas seulement imité, mais même profondément intégré, comme si finalement il n'y avait plus moyen d'avoir une pensée qui aurait été européenne, par exemple, ou française, même, allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que ça peut être réversible ou est-ce que c'est Mais mort? ça marche dans les deux sens. Vous savez, quand il y a eu, par exemple, en France, l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère, c'est les Américains qui ont porté le deuil avec nous. C'est les Américains qui ont organisé des événements et des manifestations, et ce sont eux qui ont mis symboliquement, à l'époque, genoux à terre, pour partager notre deuil et notre chagrin. Il y a des causes qui sont universelles. Et moi, plus je vais en âge, et c'est ça aussi ce petit bouquin, plus je pense que nous devons nous rassembler sur ces grands universaux. L'antiracisme, il n'a pas de frontières. Et bien malin, ceux qui nous font des théories sur ce qui distingue l'Amérique de la France. Non. Face à l'image d'un noir étouffé, assassiné, qu'il soit américain ou qu'il soit français, c'est la même humanité qu'on assassine. Un dernier mot, toute la semaine dernière, dans les Gilets, dans les grandes gueules, on avait présenté 7 personnalités dans l'air du temps qui pourraient venir troubler le jeu de l'élection présidentielle de 2022. Le professeur Raoult, Michel Onfray, Élise Lucet, le général Pierre de Villiers, Éric Zemmour, Cyril Hanouna et Jean-Marie Bigard. Et les internautes, ceux qui suivent les grandes gueules, ont dégagé la personnalité, c'est arrivé numéro 1, du général Pierre de Villiers. Et en numéro 2, Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, Henri Lévy ? Ça dit vraiment l'état de désespoir, probablement, et de tristesse où sont les Français. Parce que mettre en numéro 1 un général sûrement estimable, mais enfin, dont on ne sait rien, je crois, de mémoire, qu'il a écrit 2 livres. Un qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chef ?» et l'autre qui s'appelle « Je crois servir ». Je dis peut-être enfin, ça ne doit pas être loin. Non, c'est ça. C'est ça, bien. À part ça, on ne sait rien. On ne sait pas quelle idée il a de la société. On ne sait pas comment il veut résoudre le problème des discriminations. On ne sait rien de tout ça. Donc, cette espèce de chèque en blanc à un militaire dont on ne sait rien, il y a quelque chose là qui donne le vertige, qui est affolant, surtout mais dans ils ont fait avec les 7 candidats qu'on leur proposait. Hein. Oui, mais ça connaît plus. Mais ça fait Ils ont peut-être classé par rapport à Jean-Marie Bigard et Pierre j'aurais de Villiers, préféré qu'ils lisent Élise Lucet, qui au moins... Parce qu'elle a un programme politique, Élise Lucet. Non, elle en a pas. Enfin, c'est une grande journaliste. Elle a le souci de la vérité. Il semble que je la connais pas. Le souci de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours les méthodes de la vérité, mais elle a le souci de la vérité. Elle a le souci de la vérité de son métier. J'aurais presque préféré. Là, on est quand même, parce que j'entendais que vous disiez qu'on était au pays du général de Gaulle. Exact. Mais enfin, on est aussi au pays du général Boulanger. Les deux. Hein. Et
Je sais pas moi si le général de Villiers il est plus proche du général de Gaulle. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci d'avoir été avec nous. Qu'il aurait fait, on connaissait son programme. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Merci Bernard-Henri Lévy. Ce virus les grandes gueules. Merci, à bientôt. Aux éditions Grasset. Merci, bonne journée. À demain 9h avec dans les GG demain Didier Giraud. Il sera avec nous, l'agriculteur Jérôme Marty, médecin généraliste, habitant cadre de la fonction publique. Et on recevra un confrère, Jean-Claude Raspienjas, qui a écrit et enquêté auprès des routiers. Les routiers, ceux qui écoutent les grandes gueules, les routiers, ceux qui n'ont pas justement n'ont pas cessé de bosser et qui ont alimenté. Et qui font partie de ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ont tenu la France. boutique. À demain 9h, bonne journée.